Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le sujet va en attirer plus d'un, qui est comment faire de la France un paradis fiscal. Alors, gros disclaimer, on va pas rentrer comme 95% des vidéos sur cette thématique dans des petits détails, comme on en parlait juste avant sur le régime de TVA, etc. Là, on va vraiment vous parler de nous, ce qu'on met en place et justement ce que vous pouvez mettre en place pour vous et vraiment du schéma complet. Hein, Reda, c'est vraiment ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, je suis en présence de mon ami expert comptable et mon associé, comme je dis dans chaque vidéo. Et là, on a décidé de faire cette vidéo ensemble parce que on va vous partager pas mal de tips, mais surtout une vision dans son ensemble de pourquoi, pour nous, la France peut être un paradis fiscal si on met en place cette vision-là. Et non pas des petits détails, comme je le disais avant, où comme on voit sur YouTube ou sur Internet, de dire prenez cette option-là, cochez cette option-là sur les statuts, etc., etc. Où finalement, on est limité par le chiffre d'affaires. Exactement. Et on ne gagne pas tant que ça. Là, on va vraiment vous dire, nous, ce qu'on met en place, qu'on conseille, tout en restant bien évidemment dans la légalité. On ne va pas vous commencer à parler offshore, etc. Ce n'est pas le but. Et j'introduirai cette vidéo avec toi, Reda, en prenant la première question qui est, pour toi, qu'est-ce que tu entends par la France est un paradis fiscal? Qu'est-ce que, pour toi, tu englobes dedans? Dans la première étape, on va se concentrer sur le mot paradis. C'est en fait déjà tout au long des vidéos, on a montré en fait l'apport de l'accompagnement et tout. Et en fait, quand on comprend un environnement, c'est par exemple, c'est comme une partie de cartes. Au début, on va nous raconter des règles, on va dire, on sait pas, je comprends pas, mais une fois qu'on a compris les règles, le jeu il devient magnifique. Alors, il devient plaisant parce qu'en fait, au final, si on comprend les règles du jeu, ben en fait, comme on dit, les règles du jeu, c'est un jeu, donc on va être épanoui dans l'environnement. On peut s'amuser. Ouais. On va vraiment s'amuser et on va prendre du plaisir parce qu'on va comprendre l'environnement. Et en fonction déjà, la première étape, c'est de pas partir par le début. C'est en mode je veux pas payer d'impôts. C'est pourquoi tu veux pas payer d'impôts? Qu'est-ce que ça va te servir? C'est parce que tu veux investir. Si tu veux investir, il y a des stratégies. Tu as besoin d'une grosse rémunération parce que tu as des besoins d'investissement en perso. Et ben il y a une stratégie de la rémunération. Il y a une stratégie de l'investissement. Il y a une stratégie patrimoniale. Il y a une stratégie je veux que ma société elle soit hyper grosse, elle ait des gros capitaux propres pour que j'aille aller pour que je parte chercher de l'endettement. Parce qu'au final les capitaux propres c'est la valeur de la boîte. Donc si j'ai une grosse valeur de boîte, et ben les banques vont me suivre. Donc au final, il y a la pensée pendant des années, attention, il faut pas être endetté. Mais l'endettement, au final, c'est de la création de valeur. Parce que l'endettement, on va en faire quelque chose. Bien on sûr. fait pas un vrai chef d'entreprise, il fait pas un endettement pour acheter une Lamborghini. C'est que à Dubaï où on fait ça, mais au final, on n'a rien. C'est pas de l'investissement, c'est pas une vision long terme. C'est la stratégie, où on veut aller. Et c'est là où en fait, on va aller chercher le mot paradis et fiscal. Parce qu'au final, la fiscalité en France, on pense qu'il y a tellement de règles que c'est fait juste pour qu'on paye. Non. En fait, c'est à chaque stratégie qu'on va mettre, la France, tellement les choses sont plus ou moins bien faites, on va avoir un régime fiscal. Si je veux une rémunération, partir sur de la rémunération de dirigeants, je vais avoir un régime juridique qui sera adapté au type de besoin que j'ai. Si je veux pas de rémunération parce que j'ai d'autres revenus à côté, des revenus locatifs, et que je veux aller chercher vraiment une boîte qui va aller générer du cash, je vais pas prendre la rémunération, je vais partir sur une autre typologie. J'ai besoin de m'associer et de faire rentrer dans mon écosystème plein de personnes, il y a un autre régime juridique qui est adapté. Et en fait, c'est ça au final qui est la beauté des choses, parce que si au final on prend d'autres pays où on compare à d'autres typologies de stratégie, en fait, on a une seule règle. La règle, c'est pour pas payer, je suis limité à une règle du jeu. Alors que là, on est sur un régime français où on a des milliers de règles, on a des jokers de partout. Il y a plein de possibilités. C'est-à-dire je vais sur ce chemin, mais au final, je me rends compte que là, mes besoins changent, ce qui est normal. Si on n'arrive pas à les faire évoluer, c'est impossible d'avoir une stratégie qui peut fonctionner sur le temps si on la fait pas évoluer. Donc, si la fiscalité n'évolue pas et la stratégie qu'on a n'évolue pas, clairement, c'est pas la peine. On ouvre une stratégie, un business traditionnel, mais on sera toujours limité petit. C'est-à-dire, je veux pas payer TVA, ça veut dire que je prends un régime en base, mais ça veut dire que mon chiffre d'affaires, je serai toujours en pression de pas dépasser mon chiffre d'affaires des seuils pour pas rentrer dans le régime de la TVA. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut faire générer du cash, du gros chiffre d'affaires et des gros bénéfices. Donc, une stratégie, c'est soit on la joue petit, soit on la joue grand. Et là, grand, ça veut dire plusieurs stratégies. Stratégie de développement au niveau du market, une stratégie fiscale, une stratégie de rémunération, une stratégie patrimoniale. Comme ça, et c'est les règles et c'est super. On est dans un environnement où on a des milliers de règles. Il n'y a pas mieux pour une partie. Et je pense aussi ce qui est important, c'est de déterminer au début en fait ce qu'on veut. Parce qu'en fait, la rémunération du dirigeant, elle est imposée parce que c'est vrai qu'en France, c'est avantageux quand tu laisses l'argent dans ton écosystème. C'est-à-dire que tu fais remonter une holding, tu réinvestis, etc., etc. On en viendra après. Il reste dans la sphère de se dire, si je prends une rémunération, je vais payer de l'impôt. Mais est-ce que tu en as besoin de cette
rémunération. Tu vois, déjà, c'est les bases à se poser. C'est combien j'ai besoin pour vivre. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tellement pas optimisé leurs finances perso que derrière, ça empathie sur la finance d'entreprise. C'est quoi ton train de vie? Combien il te faut pour financer ton logement? Est-ce que tu es propriétaire ou pas? Est-ce que tu vas investir ou pas? Combien tu as besoin pour vivre? Combien tu payes tes courses, etc. T'en as qui peuvent vivre avec, je dis une bêtise, 1000 euros par mois et qui se prennent de la rémunération à 15 000 euros par mois. Ça sert à quoi? C'est pour mettre de l'argent sur un livret A. Tu vas payer de la fiscalité pour rien. Autant laisser dans ton entreprise, faire remonter ton bénéfice à ta holding et avec ta holding réinvestir en immobilier, en private equity, voilà, en plein d'autres leviers d'investissement et finalement qui est plus avantageux fiscalement. Tu vois, c'est exactement ce que, en final, l'un des vieux métiers qu'on voit souvent, c'est ce qu'on appelle les golden boys, qui sont tous les gens qui font de la bourse au 440 ou à New York et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas inventé une technique, ils ont équilibré leur portefeuille. En fait, ils ont fait une stratégie, je vais investir dans les marchés traditionnels, je vais prendre un peu de risque, je vais investir dans les startups. Et en fait, le dirigeant, pour lui-même, il doit juste appliquer ses règles. Moi, j'ai besoin dans la vie d'avoir déjà normal, j'ai besoin d'habiter. Donc, je vais faire une stratégie en place, je vais mettre en place une stratégie pour que dans mon écosystème, j'ai une structure qui va investir dans ce patrimoine-là, dans le patrimoine immobilier, en choisissant des régimes fiscaux qui sont avantageux parce que le jour, en fait, il faut toujours penser que je fais un écosystème, mais le jour où j'en ai marre et que j'ai besoin de sortir de tout cet écosystème parce que j'ai d'autres besoins, et bien c'est aussi avoir la stratégie dès le début, comment je vais sortir de cet écosystème, avec la petite étoile en espérant qu'il n'y ait pas de grands changements au niveau fiscaux. Mais en soi, on peut toujours avoir une bonne stratégie de vision. C'est-à-dire la structure qui est locataire, qui loue des locaux hyper chers, ben non, il faut se dire, je vais faire du patrimonial en perso. Je vais monter une structure où je vais être associé moi avec ma société, je vais faire des conventions de trésorerie. Au moins, je vais emprunter, la société va financer l'achat de nouveaux locaux et ces locaux, en fait, les loyers que je paye à une personne lambda qui n'est pas dans mon écosystème, et ben je vais payer des loyers qui vont venir créer des charges pour un autre régime fiscal qui est dans une autre méthode de rémunération. Et en fait, l'argent tourne et reste dans l'écosystème. On ne fait pas sortir, c'est-à-dire que la structure, on ne la fait pas évoluer que par le chiffre d'affaires. On la fait évoluer aussi par ses sources d'équilibre, par de l'investissement locatif, par du placement, par de l'equity, par tout ça. Et en fait, tout ça, la synthèse de tout ça, c'est équilibrer son portefeuille. Bien sûr. Demain, c'est plus facile dans la vie de se couper réellement un bras quand on nous enlève le cœur. Si on met tout dans un seul écosystème, demain ça se casse la gueule, et ben on perd tout. Ah ouais, c'est ça. Si on fait un écosystème où on a branché, j'ai séparé mon immobilier, j'ai séparé mon exploitation, tout est possible. Je prendrai le cas, par exemple, je suis déménageur, et ben je mets mes camions de location, et ben je crée une structure qui va louer les camions à ma structure d'exploitation. Exact. Mais j'ai une boîte à côté en plus. Ouais. Donc, et là, tu vas pouvoir équilibrer cette fiscalité-là, en fait. Voilà, du coup, vu que tu mets pas dans le même portefeuille, tu peux avoir une société qui est un petit peu plus en déficit que l'autre, etc. Ouais. Et tu peux jongler, en fait, avec une fiscalité différente. Et ça, en fait, c'est là où beaucoup de vidéos ou sur Internet, on voit de dire « Ah, on va optimiser ça, paye-toi comme ça parce qu'il n'y a pas d'impôt. » Mais au final, ça, c'est bullshit, tu vois. C'est genre, tu vas optimiser quoi, 1000 euros d'impôt, 500 euros de TVA et finalement, c'est pas là où tu vas gagner. C'est construire ton écosystème, diversifie tes investissements, comme tu dis, je trouve ça ultra pertinent. Et en fait, de cette action-là, en découle de l'optimisation fiscale. Mais ne commence pas le contraire, tu vois. Ne commence pas en disant je vais optimiser ma fiscalité, donc je vais investir. C'est investi et en fait, la cause à effet, c'est tu vas optimiser cette fiscalité. En fait, c'est ce qu'on a fait. Nous, on avait une grosse fiscalité, mais au final, on assumait et on payait. Et quand on est arrivé dans la prise de participation, dans de l'investissement, dans des SCI, dans des SARL, dans des holdings, etc., et ben finalement, on s'est rendu compte et on a fait le bilan tous les deux. On s'est dit, en fait, on a optimisé cette fiscalité. Mais on n'est pas parti du constat qu'on optimise la fiscalité, tu vois. Et du coup, ce qui fait que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans un paradis fiscal parce que finalement, on a plusieurs sociétés, on a une holding, on a un gros capital social sur cette holding parce que on a fait une technique qui s'appelle l'apport cession. On va pas rentrer en détail non plus dedans, mais je vous invite à aller voir sur Internet ce que c'est un apport cession ou nous contacter sur Instagram et on pourra vous faire une vidéo dessus. Mais en fait, c'est simplement de faire évaluer la société du dessous, d'apporter ses titres à la holding, ce qui fait qu'en fait, tu vas valoriser cette société à la hausse, donc un petit peu, après, en restant dans le cadre normal, on va dire, mais tu vas faire évaluer cette société-là, tu fais remonter cette valorisation à la holding, donc tu apportes tes titres à cette holding va prendre un capital social qui est quand même digne de ce nom, avec la valorisation de la boîte du dessous, et finalement où tu n'as pas de fiscalité, parce que tu le sais, il y a le report d'imposition, etc. Je sais plus si tu as l'article en tête. 151 ou BTR. Exactement, merci. Et finalement, ce qui fait que cette holding a des capitaux propres élevés, donc tu vas aller pouvoir chercher de l'endettement, tu vas aller pouvoir aller chercher du financement. Et même diriger ton organe, même en dehors même de l'aspect financier, c'est plus facile de diriger des structures comme ça. Parce que toi, par exemple, dans ton écosystème, tu agis sur une dizaine de structures en même temps. Donc
Tu vas aller te faire un bulletin de paye dans cette boîte parce que j'ai travaillé 4 heures, un bulletin ici, un bulletin Exact. ici. Et tu vas mutualiser. C'est la douleur et la charge mentale pour un chef d'entreprise qui fait ça. Même pas je m'approche de ce type de structure. Même moi en tant que professionnel, quelqu'un qui fonctionne comme ça et qui n'a pas une vision globale, qui se dit ben moi ma holding, en fait le but en dehors du caractère, ça il est plus approuvé, mais même en termes de gestion et même en termes de coûts, de gains, c'est-à-dire que les gains qu'on va avoir, eh ben, c'est normal que par exemple si sur la structure A t'as pas beaucoup bossé, tu vas pas lui mettre un bulletin de salaire avec des charges sociales. Oui. Si t'as pas bossé, tu l'as laissé en écosystème dormant, et ben tu la préserves, tu prends soin d'elle comme un enfant. Et en fait tout ça, l'élément central où il faut retenir, c'est qu'en France, en fait, les instances, elles veulent que les sociétés restent en France. Elles veulent attirer, la preuve, on a beaucoup de licornes. On prend Ledger, on prend toutes ces boîtes. C'est des gars, ils auraient pu, mais largement, quand ils ont vu que ça commençait à se lancer le chiffre d'affaires, déplacer leur boîte et partir. À Dubaï, ils n'ont pas fait. Comment ça se fait que des sociétés comme ça sont toujours des licornes qu'on a en France, Blablacar et tout, toutes les licornes françaises qu'on a sont restées en France. Mais c'est pas des gens qui ont dit oui, je veux pas payer 0 TVA, je veux pas payer ceci. C'est des gens, ils avaient si on regarde l'écosystème, on avait reçu Anthony Bourbon, on voit sur son site internet l'écosystème qu'il a, il est monstrueux. Et pourtant Anthony Bourbon a sa société en France. Pourtant il a vécu en Espagne. Il était en Espagne, il aurait pu se dire oh ça coûte moins cher et tout. Mais pourquoi il l'a fait en France? Et parce qu'il a très bien compris que le système législatif, il veut aussi que les sociétés restent ici. Quand tu vois tout ce qu'il y a autour de la BPI, la Banque publique d'investissement, quand tu veux faire des levées, c'est monstrueux. Il n'y a pas d'autres pays comme ça. D'autres pays pour faire ça, eh ben, on fait rentrer des angel business. Des gens qui rentrent dans nos business et la plupart du temps, ils nous font sortir. Exemple, le patron d'Apple, il a été sorti parce que les business angels ont décidé que... Et après, il est revenu en force. Mais si on regarde dans l'histoire des chefs d'entreprise, en France, tu as déjà aussi un caractère juridique qui te protège en tant que créateur. Et en plus, l'environnement, il est fait pour que tu y restes. Et moi, je donne un seul exemple, c'est regarder le nombre de licornes créées ces 10 dernières années. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est pas des gens bêtes. C'est des gens, ils ont très bien compris l'organisation. On va dire le vrai malheur qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont dit ah mais si on fait une stratégie petit, c'est vrai que ça marche qu'on paye pas. Mais quand on fait une stratégie petit, eh ben on a un petit bénéfice. Ah c'est ça. Parce qu'à la fin tu vas te retrouver à optimiser une TVA, optimiser un IS, mais finalement après tu restes complètement bloqué dans cette stratégie-là et tu vas aller gratter des milliers d'euros alors qu'en fait tu peux optimiser beaucoup plus si tu arrives à créer tout un écosystème. Et pour moi de faire de la France un paradis fiscal, c'est simplement ne pas se dire je vais optimiser cette fiscalité. C'est de se dire je crée mon écosystème et après va en découler une optimisation fiscale et tu vas comprendre avec les systèmes de holding, SRL, SCI, SRL de famille, etc. comment tu vas jongler sur cette fiscalité et te dire dans tous les cas je vais payer de la fiscalité, comment j'arrive à faire de l'économie d'échelle avec l'ensemble de ces structures et l'ensemble de cet écosystème-là. Exactement, et après c'est ta stratégie. Tu sais que quand tu vas chercher un 200 000 euros de bénéfices, parce que tu as besoin de gros bénéfices, parce que tu as besoin de rémunération en dividende, franchement il faut, si tu n'as pas assimilé dans ta stratégie de rémunération du dividende qu'il y a l'IS, c'est qu'à un moment donné tu t'es trompé dans tes calculs. Bien sûr. Si tu arrives au moment donné et on te dit 200 000 euros, c'est peut-être aussi que tu n'as pas fait les investissements et que tu n'as pas eu une politique soit de rémunération ou une politique d'investissement qui t'a, en fait tu te retrouves dans cette situation. Mais il y a des situations où tu vas aller chercher un gros paiement d'IS parce que tu as une stratégie derrière. Ça a été découlé, je sais que je vais faire ça parce qu'en fait d'avoir ce gros truc, je vais montrer, demain je veux vendre un dirigeant, toi tu achètes une boîte, tu vois un gros bénéfice à 200 000, tu te dis waouh, c'est une dinguerie. C'est ça. Donc tu vas aller chercher, mais peut-être que parce que tu es en train de vendre. Donc, et la personne qui a 200 000 euros en bénéfice te garantit que tu n'as pas la même force de négociation que quelqu'un qui a un bénéfice à moins à plus de 10 000 ou 15 000. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours voir dans l'ensemble de l'écosystème et de se dire quelle est ma stratégie long terme. Est-ce que cette boîte, mon but c'est de payer de l'impôt, cette boîte je veux pas en payer et comme ça tu fais remonter etc. et tu fais un peu un mélange d'impôts, de fiscalité où tu vas mutualiser ça en fait. Exactement, tu mutualises et surtout il y a tout qui est une question de réflexe. En fait tu reviens toujours au vrai problème, c'est en fait tu prends tous les cas qu'on a eu, en fait des gens qui ont payé à mort de l'IS, quand tu leur dis est-ce que tu as fait le point? Comment ça se fait que tu n'as pas fait le point sur ton bénéfice? Comment ça se fait que tu découvres que maintenant ton bénéfice? La plupart du temps, c'est un manque de temps. Bien sûr. Et on peut pas demander manque de connaissances, manque d'accompagnement, de conseils. Si tu prends, je sais pas si tu te rappelles, au début, quand on avait travaillé ensemble, tu avais dit, moi, tu vas voir mes factures, tu vas prendre peur. Je dis, mais on se voit dans 6 mois, quand tu vas voir ce que tu as gagné, tu vas me dire, mais heureusement que je t'ai payé. Et c'était ce qui s'était passé. Exactement. C'est en fait, la relation, elle a commencé très simple. C'est en fait, on met ça en place parce qu'on va arriver. C'est dans l'ensemble. Au final, peut-être sur des structures, on a payé beaucoup
beaucoup d'IS, mais dans l'autre, on n'a pas payé. Mais on sait que si on mettait pas cette stratégie, on payait 400 000 euros d'IS. Mais en mettant cette stratégie, on en a payé 150 000. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais si on regarde dans l'ensemble, on devait en payer 400 000. Avec l'autre société qui n'en payait pas, etc. Voilà. Finalement, tu arrives à te retrouver à une fiscalité pas nulle, parce que dans tous les cas, faut arrêter de dire qu'on peut faire une fiscalité à zéro en France. C'est pas possible. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une boîte à Dubaï, finalement, qui vaut pas grand-chose parce que tu es à Dubaï et tout le monde sait que les gens partent à Dubaï pour de la fiscalité à zéro, ou est-ce qu'il vaut mieux payer un peu de fiscalité et optimiser tout un écosystème en France qui est beaucoup plus valorisable, où tu vas capitaliser dessus et te dire cet écosystème, je peux le revendre. Parce que tu as beaucoup d'étrangers qui rachètent des business en France. Faut pas l'oublier. Et c'est pas à négliger. Quand tu parles d'equity, c'est ça? Exactement. Et quand tu regardes des business à Dubaï, j'achèterai jamais un business à Dubaï. Tu vois, t'as plein de gens, et ça me fait rire, quand des gens partent et s'exilent fiscalement, ils vivent en France et ils ont une boîte à Dubaï, ils payent zéro de fiscalité, mais par contre, quand tu reviens en France, t'es mort. T'es mort. Là, c'est fini, c'est fin du game. La folie dans cette société aujourd'hui, c'est d'acheter, par exemple, tu as du cash, tu as 200 000 euros de cash. Un cas concret. Est-ce que tu vas acheter, tu dois acheter un appartement, tu vas acheter avec tes 200 000 euros de cash ou tu vas aller faire un emprunt? Bah oui, mais ça, tu vas aller faire un emprunt. Bah oui, évidemment. Donc, imaginons, tu n'as parce qu'en plus, il faut pas oublier un truc, c'est que le jour où tu rentres dans l'engrenage, j'ai déconné, je me suis défiscalisé complètement à l'étranger, et que le jour où les impôts te tombent dessus, ça va te coûter beaucoup plus cher de tout restructurer. De tout restructurer et même de rapatrier, et en plus d'être accompagné par des avocats fiscalistes, parce que là tu prends un avocat fiscaliste, c'est à 1500 euros la journée. Et tu as intérêt de prendre un bon. Et tu as intérêt de prendre un bon, parce qu'en attendant, on va reprendre par exemple le cas des hommes politiques, des Balkany, c'est de la tôle, c'est du ferme qu'ils ont pris. On parle de fraude fiscale et ils ont pris du ferme. Mais pourquoi? Parce que au final, pendant un moment donné, ils se sont dit c'est cool, mais au final, où tu veux vivre? Ah, c'est ça. Si par exemple la personne elle me dit moi là je veux faire ma retraite à l'étranger, ça m'intéresse pas, ben reste à Dubaï. Ouais, c'est ça, exactement. Par contre, je te garantis que le jour où tu es malade, le jour où t'es truc, j'en connais plus d'un qui rêve de revenir en France. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est vraiment la stratégie, c'est de partir à la base. On en revient toujours pareil, c'est combien j'ai besoin pour vivre, où je veux vivre, comment je vois mon train de vie, tu vois. Si demain un entrepreneur te dit, moi je veux vivre à Dubaï, je vais faire ma vie à Dubaï, bon bah monte ton business à Dubaï, ça prend son sens. Par contre, quelqu'un qui dit, moi je veux vivre en France, j'ai ma famille en France et je veux rester en France. Par contre, je veux pas payer de fiscalité et je me casse à Dubaï, c'est là où ça pue, tu vois. C'est dangereux. Il ne faut pas oublier que l'environnement français, c'est quoi? L'environnement français, c'est un environnement où au niveau de l'immobilier, ça cartonne. C'est le vieux continent. Bien sûr. Tu as les Chinois, les Américains, il y a tout le monde qui veut acheter. Tu es quand même dans un environnement où tu achètes, par exemple, en même temps que ta structure, dans un environnement où tes fonds, ils sont protégés. Demain, tu as un problème avec la justice à Dubaï. Ça doit être dur à gérer au niveau avec des avocats, les erreurs de langue, les problèmes de langue et tout. Et en plus de ça, en fait, c'est dans un environnement en France où aujourd'hui, tu achètes ta baraque 150 000 euros. Dans 10 ans, tu sais que tu la revends plus parce qu'il y a toujours, c'est un pays qui est stable, économiquement. Et en plus, c'est un pays où tu fais du cash. C'est le premier pays en termes de tourisme. Les gens, ils viennent pas du monde entier pour voir nos immeubles. Ils viennent aussi pour se renseigner, pour investir, pour acheter. Si on va dire les pays du Golfe, c'était la folie. Pourquoi tous les hôtels de luxe sont rachetés par des personnes du Golfe? Pourquoi ils vont aller chercher une fiscalité en France qui, soi-disant, n'est pas avantageuse, alors que ce cash, ils pourraient le garder. Enfin, il y a un truc, sinon, moi, j'ai pas trop compris. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, en fait, le fait de se dire comment je peux faire de la France un paradis fiscal, bah, c'est juste d'avoir une vision globale. Une vision. Et c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je veux vraiment moi à titre perso? Et ok, je monte ma stratégie, tu vois. Mais je monte ma stratégie rapide. En fait, j'attends pas de faire 1 million de chiffre d'affaires et 800 000 euros de bénéfice à la fin de l'année. Et je me dis, vas-y, je vais optimiser maintenant. Là, c'est trop tard, tu vois. C'est de se dire à la base, ok, je veux tel business, je veux tel écosystème, je veux ça. Je monte une holding, je monte une SCI, je monte une société d'exploitation, etc. Quel statut juridique je prends, avec quelle société je vais faire l'investissement, et tu calcules toute ta fiscalité comme ça, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça. Faut pas se dire, je vais faire des frais avec ma boîte, je vais me payer avec un droit d'auteur pour machin, pour truc, pour ça. C'est une vision petit terme. À la limite, pour te lancer, on va dire un chef d'entreprise qui veut se lancer, il n'a pas d'argent, il a 1000 balles à mettre dans le capital. Effectivement. Allez, fais ça. Mais par contre, quand tu as ça y est, là tu es dans une stratégie. Des exemples de chefs d'entreprise qui ont démarré à partir de zéro. On a eu Ty Chris la dernière fois. Tu as vu la boîte qu'il a maintenant. Et le gars, le siège est en France. Le gars, il a quand même développé une partie de sa boîte en Lituanie ou je sais plus où. Pourquoi il n'a pas mis le siège là-bas? Il a laissé le siège en France. Pourquoi? Parce qu'il y a un
vrai avantage. En France, si je venais, on pourrait passer une année juste sur les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, recherche, tous les avantages qu'il y a. Tu te rends pas compte. En France, on a des instituts. Tu peux prendre des chercheurs et demander des crédits d'impôt. Tu peux demander des partenariats avec mais c'est complètement fou. Quand tu te poses vraiment sur l'environnement des crédits d'impôt, c'est complètement fou. Quand tu prends, on est le pays où on a LVMH. Le siège, il est en France. Total, le siège est en France. C'est des milliards de bénéfices. Ouais. Ces gars-là, si tu regardes leur bilan, ils payent très peu d'impôts d'ailleurs. Ils payent très peu d'impôts. Je veux un article. Voilà. Mais pourquoi ils en payent très peu? Parce que eux, par contre, leur budget en termes de consultants, c'est pas 100 000 euros. C'est leurs consultants à eux, c'est des millions d'euros qu'ils payent par an, mais tu le vois après sur le bas du bilan. Bien sûr, et puis c'est optimisé aussi en fonction. Donc c'est exactement pour ça qu'on en revient toujours pareil, c'est avoir un conseil. Voilà. C'est n'allez pas chercher un expert comptable qui va vous dire ouais t'inquiète on va optimiser comme ci comme ça. Ça fait peur. Voilà. Si déjà il te dit on va faire ça et tu vas payer 0. En fait, à partir du moment déjà en plus c'est illégal. Si tu mets en place un montage fait dans le sort de ne pas payer d'impôts, il y a un jour ou l'autre où les impôts ils viendront. Mais en France les règles elles sont faites pour que si tu fais ce montage là, tu sais tu as un crédit d'impôt. En France tu peux acheter un château fort, un gros château et tout, le rénover à 100% et récupérer tout en crédit d'impôt. Une bonne partie, environ 50%. Pour acheter un château. Donc t'imagines le truc, les crédits d'impôt qu'il y a. En fait c'est tout dépend si c'est des règles du jeu. Si tu fais en sorte tu as des règles fiscales, joue dans mes règles du jeu mais tu vas en gagner. On en revient toujours au même. Tu parles de château, c'est j'investis et deuxième étape, j'optimise cette fiscalité. Voilà. C'est pas l'inverse, c'est pas j'optimise la fiscalité donc je vais acheter un château. Je vais pas acheter un château pour pas payer d'impôts. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on vient toujours au même. C'est ok, c'est quoi ma stratégie d'investissement et de développement et en découle une optimisation fiscale. Voilà. En fait, c'est vraiment, je pense qu'on conclut là-dessus. Je pense vraiment la règle de base, c'est voyez votre stratégie d'investissement et va en découler une optimisation fiscale et non pas le contraire. Ça, je pense, c'est vraiment, en fait, c'est la base des bases. Tu vois, on va pas parler détails de crédit d'impôt, de loi, de ci, de là. Il y a plein de trucs. On pourra refaire des vidéos sur des sujets très spécifiques. Mais la base des bases, c'est diversifier votre portefeuille d'investissement et va en découler une optimisation fiscale. Je te donne un exemple. On prend juste ton cas. Tu as démarré comme auto-entrepreneur. Le meilleur écosystème que tu as fait, c'est le jour où tu es passé en société. Mais non. Pourtant, auto-entrepreneur, tu n'avais pas d'impôt, il n'y avait pas de comptable, il n'y avait pas de bilan, c'était tranquille. C'était quand même, comment ça se fait qu'aujourd'hui, toi, chef d'entreprise, tu es en société? Je suis en société, maintenant je suis en holding, on a des sur-holding. Un écosystème. Est-ce que si tu avais continué à suivre ce système-là, est-ce que tu aurais, on va dire, tu te régalerais comme tu te régales? Ah non, mais bien sûr. Là, finalement, finalement, là, je paye de l'impôt, mais proportionnellement parlant à ce qu'on fait, on paye pas des impôts. Voilà, c'est ça. Et je suis content de payer ces impôts entre guillemets parce que finalement, ça m'aide pour lever des fonds, pour aller chercher du financement, pour faire de l'investissement, etc. Donc finalement, cet impôt-là, c'est plus un levier qu'une charge. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, et même surtout l'impôt que tu vas payer, tu t'y attends. C'est pas une surprise. Tu n'es pas comme ça en mode il se passe quoi, je dois payer tant, j'ai pas la trésor. C'est tout calculé, bien sûr. C'est tout calculé. Tu sais que tu dois sortir 80 000 balles d'IS, tu les as déjà en cash. Et je sais que je vais les récupérer avec autre chose. Tu vas les récupérer autre part. Et tu sais que les 80 000 balles que tu payes là, mais en fait, on a gagné le double. Parce qu'en fait, tu as bien optimisé ton écosystème, tu as bien équilibré ta rémunération. Et toi, même en perso, tu sais où tu vas. Aujourd'hui, tu as dû faire du x12 ou du x20 ou du x100 par rapport à ton patrimoine. C'est-à-dire que demain, tiens, ça y est, tu me dis, Reda, c'est bon, là maintenant, je vais élever des licornes. Allez. Et j'arrête tout. Et tu sais combien vaut ton patrimoine, tu l'as évalué. Il vaut de l'argent et tu as quand même créé un patrimoine que tu n'aurais pas créé si tu aurais fait le petit chemin lambda. Bien sûr. Je prends un bulletin de salaire, je fais un emprunt, et je paye trop d'impôts et je me casse à Dubaï. Voilà. Et là, tu as monté un patrimoine et un écosystème qui a une valeur. Le jour de l'exit, comme tu le sais, on a déjà travaillé cette sortie. La sortie, elle est déjà. Il y a une pochette où il y a écrit comment se passe mon exit. Et pour chaque personne. Sur quelle boîte, sur quel truc, pour quelle personne, quel associé, etc. C'est juste qu'en fait, les personnes ne sont pas renseignées parce qu'en France, il y a plein d'options, plein de crédits d'impôt, de choses comme ça. C'est juste qu'en fait, les gens n'ont pas de bons conseils, quoi. Le conseil, et voilà, même le moment aussi, il y a un moment donné où, par exemple, toi, tu as fait pause, tu t'es dit, bon, là, je vais passer un après-midi avec mon expert comptable.
je vais lui expliquer tout mon écosystème. Je vais lui expliquer, je vais lui dire tac, on prend des problèmes, on les descend un par un, mais on fait pas bullshit, tu vois. Bien sûr. Comme ça. Et en plus, voilà, l'autre conseil qu'il y a après avoir un autre conseiller, c'est aussi de savoir s'entourer d'associés, de faire entrer des associés pour séparer les tâches. Bien sûr. On peut pas tout faire dans une structure. Donc si tu as pas cet environnement, et même pour les gens qui veulent vraiment créer un gros écosystème, si tu nommes pas un Johnny dans ton écosystème et que tu veux tout faire, c'est pas la peine. Bien sûr. On va dire toi dans ton écosystème, bien sûr que tu connais tout ce que tout le monde fait parce que tu es obligé de comprendre, mais tu as ta spécialité, tu as ton rôle, tu as ton poids. C'est-à-dire que toi, quand ça concerne tes tâches, eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu n'as pas tout cet écosystème, alors structurel, juridique, fiscal, organisationnel, c'est-à-dire comment mon organisation est montée, faire un mapping des trucs, les objectifs et tout, si tu fais pas tout ça, eh ben, tu te retrouves à en fait, c'est comme tu pars, je sais pas, en Amazonie, tu n'as pas de GPS, il n'y a pas de route. Bien sûr. Ben, tu fais, certes, tu vas trouver peut-être de l'or, l'objectif c'est de trouver de l'or, mais si tu n'as pas un écosystème, eh ben, tu fais rien. Yes. Ok, super. Et c'est pour ça que c'est un paradis. Très bien. On peut conclure là-dessus alors. Voilà. La France est un paradis fiscal, Reda, alors. Pour moi, oui. Très bien. Et un paradis fiscal qui te protège, parce qu'un paradis parachute, c'est un enfer au final. Exact. Parce qu'en fait, c'est quoi paradis fiscal si on entend le commun des mortels, c'est je fais ce que je veux, je paye pas d'impôts, pas grave, on s'en fout du lendemain, donc en fait, c'est un enfer fiscal. C'est pas un paradis fiscal. Donc en fait, ces gens-là sont dans un déni, en fait, c'est dans un enfer fiscal, mon gars. Tu travailles de 6h du matin à 8h et chaque fois qu'il y a un recommandé, tu es en train de paniquer. Alors que toi, quand tu reçois un recommandé ou un courrier des impôts, tu te dis bon, c'est bizarre. Et au final, on dit non, mais en fait, ils sont trompés. Tu vois, donc moi, je pense que c'est un enfer fiscal pour les personnes qui sont là chaque fois stressées de l'administration fiscale. Bienvenue en enfer. Moi, je préfère te dire bienvenue dans le paradis où tu connais les règles et où tu vas aller. Et dès que tu as un mail, tu n'es pas en train de faire la politique de l'autruche. Ouais. Je cache. Très bien, parfait. Bon, écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si pour vous, la France est un paradis fiscal, dites-le nous. Et si pour vous, la France n'est pas un paradis fiscal, n'hésitez pas à nous le dire aussi et on pourra rebondir sur les sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.